Notre invité ce matin, Sibeth Ndiaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, porte-parole du gouvernement. Alors, Conseil européen suspendu hier, il reprendra à 11h tout à l'heure. Décidément, l'Europe n'arrive pas à trouver son président de la Commission européenne, son président du Conseil de l'Europe, le président de la BCE, la haute représentant ou le haut représentant pour les affaires étrangères. C'est un échec. Est-ce qu'il y aura un accord aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura des noms donnés aujourd'hui? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que nous l'espérons fortement. Et évidemment, ce que vous avez décrit est extrêmement décevant. Enfermer 28 chefs d'État et de gouvernement à l'intérieur d'une pièce, parfois un peu glauque, au Parlement européen pour avoir ce résultat-là, évidemment, c'est une image très dégradée qu'on donne de la démocratie européenne. Et ça montre bien que les institutions européennes, et on peut être pro-européen et en même temps lucide sur aujourd'hui les dysfonctionnements qu'il y a dans l'Union européenne. Bien, et pendant ce temps-là, en Italie, voilà que la capitaine du Sea-Watch 3, Carola Rackete, est interpellée. Elle risque plusieurs années de prison. Et vous parlez de stratégie d'hystérisation de la part de l'Italie. Mais pourquoi ? Je le maintiens parce que il faut être toujours précis et il faut regarder les chiffres précisément. Il y a quelques années, nous étions dans un moment de pic de la crise. En 2016, il y a eu 180 000 migrants qui ont tenté le franchissement de la Méditerranée. Aujourd'hui, depuis le début de l'année 2019, on est dans des ordres de grandeur du millier. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas dans le même moment de crise. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne, la France, ont fait œuvre de solidarité en direction de l'Union européenne. Et je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que sous un gouvernement précédent en Italie, nous avons accompagné le gouvernement italien. Nous l'avons accompagné par l'Union européenne avec des fonds qui ont été débloqués. Nous avons aussi fermé notre frontière à Vintimille en renvoyant tous les migrants en Italie. Parce que il y a des règles. Parce que, il y a des règles qui ont été établies et c'est des règles qu'on se donne collectivement. Je suis d'accord, mais mettez-vous à la place des Italiens. Et l'Italie a accepté ces règles. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces règles? On dit, le premier pays qui est en contact avec un migrant qui fait une demande d'asile doit instruire cette demande d'asile. Et ensuite, il y a effectivement un principe de solidarité qui doit s'appliquer, mais pour chacun des bateaux qui ont débarqué en Italie depuis des années, la France à chaque fois a pris sa part. Pour chacune des relocalisations qui étaient prévues, sur les 10 000 prévues, il y en a 8 000 qui ont eu lieu en France. Des gens qui sont arrivés en Italie, pour lesquels la France est engagée à les accueillir en France, et ils ont été accueillis, et il y en a eu 8 000 depuis le début de la crise. Donc on ne peut pas dire de la France qu'elle n'est pas solidaire de l'Italie. Sibeth Ndiaye, aujourd'hui vous êtes solidaire de la capitaine du Sea-Watch 3. Est-ce que vous demandez à l'Italie, est-ce que le gouvernement français demande à l'Italie de la libérer? Il ne s'agit pas, évidemment, il faut respecter la justice d'un pays qui est souverain. Vous ne demandez pas sa libération. Mais je ne demande pas sa libération parce que c'est une évidence. Il faut respecter la justice d'un pays souverain. Je l'attendrai pour la France de la part de n'importe quel autre pays et c'est ce que nous faisons dans toutes les circonstances. Donc vous n'allez pas jusque-là. Il n'en demeure pas moins. Qu'il existe des lois maritimes. Que ces lois maritimes nous disent que lorsqu'il y a des gens qui sont en détresse sur la mer, ils doivent être déposés dans le port le plus proche, le plus sûr. Et en l'occurrence, il s'agit de ports italiens. Même en forçant l'accès il s'agit, au mais port. à un moment donné... Même en menaçant une vedette de la police maritime italienne. On parle de vie humaine. On parle de vie humaine à la fin. Et chaque mort est une mort de trop. Donc évidemment, lorsqu'il y a des lois maritimes qui peuvent s'appliquer, elles doivent s'appliquer. Je vous ai dit qu'il y avait de la solidarité envers l'Italie. Je vous dis aussi que je pense que les ONG doivent être précautionneuses dans la manière dont elles agissent en Méditerranée. Elles sont complices parfois. Est-ce qu'on peut penser qu'elles deviennent parfois complices? Moi, je ne crois pas une demi-seconde qu'il y ait des ONG qui, de manière voulue, qui sciemment décident d'aller se faire complices des passeurs, qui aujourd'hui sans que d'aller ce soit se faire voulu. complices des passeurs. Mais on a des circonstances dans lesquelles leur présence peut être utilisée à leur corps défendant par les passeurs pour en faire en quelque sorte des points d'appui. Alors je vous pose pour une ce question passage. directe, Sibeth Ndiaye. Est-ce que le gouvernement italien, dans cette histoire, est indigne?
Je crois que le gouvernement italien, effectivement, n'est pas à la hauteur... Est-ce qu'il est indigne ? Le gouvernement italien n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, de ce que Vous devrait être n'osez pas une reprendre grande... le mot indigne, parce que là, ça risque de provoquer... Non, il s'agit pas d'être... Il s'agit d'être respectueux de nos partenaires et des autorités italiennes, parce que l'Italie est un grand pays en Europe, a une histoire qui est une histoire commune avec la nôtre. Monsieur Salvini est indigne dans son comportement? Moi, je considère que oui, en l'occurrence, l'Italie n'est pas un pays indigne, mais le comportement de monsieur Matteo Salvini n'est pas un comportement qui est acceptable, de mon point de vue, sur les sujets migratoires. Parce que, et je l'ai déjà dit, il est dans une situation, dans une stratégie d'hystérisation qui consiste à monter en épingle un sujet qui est douloureux, qui est un sujet qui est complexe et pour lequel l'Union européenne et la France ont été solidaires vis-à-vis de l'Italie. Bien, donc vous ne prononcez pas le mot indigne, mais bon, vous le pensez. Dites-moi, est-ce que la France est digne lorsque des CRS utilisent du gaz lacrymogène pour évacuer des manifestants pacifiques ? Je crois que dans ces sujets-là, il faut toujours d'abord regarder les vidéos en entier, puisque on parle de la vidéo du pont de Sully. Exactement, il faut agir toujours avec précaution et avec mesure. Moi, je crois qu'il faut s'appuyer sur des principes. Le premier principe, c'est que nos forces de l'ordre doivent être exemplaires en tout temps, en tout lieu et à tout moment. Il y a une enquête qui a été ouverte, on verra les développements de cette enquête et il appartiendra au parquet, et non pas au gouvernement, de décider s'il y a matière à poursuite à des poursuites judiciaires. Ça, c'est le premier élément et c'est un principe qui doit être un principe intangible. Le deuxième principe, Monsieur Bourdin, c'est que dans notre démocratie, c'est mieux quand une manifestation est déclarée. Que dans notre démocratie, c'est mieux quand on ne met pas en danger d'autres personnes à travers la manifestation que l'on a soi-même. Parce que s'il y a une intervention de la police et des CRS à cet endroit-là, c'est parce que c'est tout Paris qui est bloqué par l'occupation de ce pont. Donc il faut avoir de la mesure. Je reconnais que ces images sont choquantes. Moi, quand je les ai regardées, Elles vous ont choqué. Elles m'ont choquée. J'ai été très interrogative. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant les 2 heures qui ont précédé. Et c'est pour ça que je fais confiance à la justice de mon pays. Bien, Sibeth Ndiaye, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, les 4 pays du Mercosur, qui sont l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et l'Argentine. Est-ce que la France va signer cet accord ? Eh bien, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, parce que tout simplement, il faut faire les choses dans l'ordre. L'Union européenne a reçu un mandat il y a bien des années, avant que nous n'arrivions au pouvoir, il y a une vingtaine d'années. Ce mandat lui a permis de négocier avec les 4 pays que vous citez du Mercosur. On va recevoir le contenu de cet accord et on va regarder. Je veux juste vous signaler une chose. Nous avions une crainte pour certaines filières, notamment les filières sucrières et bovines, parce qu'on craignait qu'il puisse y avoir une déstabilisation compte tenu des pratiques agricoles dans ces pays, et en particulier au Brésil. Qu'avons-nous fait ? Nous avons demandé ce qu'on appelle une clause de sauvegarde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accord qui a été aujourd'hui signé, qui n'est pas encore ratifié par le Parlement français, ça viendra dans un deuxième temps. Non, mais il faut d'abord que le gouvernement français donne son accord. Bien sûr. Il faut aussi que cet accord soit ratifié par le Parlement européen. Par le Parlement européen, et donc on est dans une procédure qui est encore longue. Je termine juste. Cette clause de sauvegarde que nous avons obtenue permet de décider de stopper net, je dis bien de stopper net, les importations dans des filières fragiles s'il y a une déstabilisation manifeste de ces filières. C'est la première fois. C'est simplement la déstabilisation de la filière. Oui, bien sûr. Si on importe trop de bœuf brésilien, par exemple, en France. C'est pas une question de trop. C'est pas la question des quotas. C'est de considérer. Ça n'a rien à voir avec la manière dont les bœufs sont élevés au Brésil. Si, bien sûr. Que je veux vous dire, il y a dans tous les accords internationaux aujourd'hui des normes environnementales et des normes sanitaires. Donc, comme pour le CETA, nous n'allons pas importer de bœuf aux hormones, de saumon transgénique ou de choses qui sont interdites dans l'Union européenne. Et on met en place des filières de traçabilité et on évalue les accords. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons en sorte de ratifier le CETA? Parce que depuis 2017, nous avons mis en place une commission qui a évalué le CETA et nous ferons la même chose pour le Mercosur. Une commission qui a dit quoi? Une commission qui a dit il y a des points de vigilance. Ces points de vigilance, nous les avons traités avec le Canada. Je vais vous donner un seul chiffre. Le CETA, il s'applique depuis 1 an. 6,6. Vous savez ce que c'est comme chiffre? C'est l'augmentation de nos exportations en direction du Canada. 6,6. Vous savez ce que c'est comme chiffre? C'est la diminution des importations que nous avons depuis le Canada. Nous avons été
gagnants dans cet accord. Nos filières agricoles ont été gagnantes. Aujourd'hui, vous pouvez plus falsifier du jambon de Bayonne au Canada parce qu'on reconnaît nos indications géographiques protégées. Je voudrais vous poser des questions. D'abord, je ne comprends pas. Vous avez l'air très positive sur cet accord, mais je vois, par exemple, Jérémy de Serle, qui est un député européen de La République En Marche, qui est ancien jeune agriculteur, qui n'approuve pas ce traité. Je vois Pascal Canfin, qui dit que ce n'est absolument pas acquis. Est-ce que vous comprenez ? Mais bien Est-ce que vous comprenez que des députés de La République En Marche, députés européens, ne votent pas ce texte ? Est-ce que vous accepteriez qu'ils ne votent pas ce texte ? Je pense. Moi, j'ai pas d'idée. Moi, je suis le pouvoir exécutif, donc je décide pas à la place des députés. Mais s'ils n'ont pas envie de le voter, c'est bien qu'il y a des raisons. Eh bien sûr. Et donc, on va examiner les choses. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le même Pascal Canfin vous dit que pour le CETA, il est d'accord pour le voter ? Parce que tout simplement, ce qui s'est passé... Mais je vous dis bien que ce qu'on disait du CETA il y a 5 ans, ça n'est pas ce qu'on dit du CETA aujourd'hui. Parce que le CETA d'il y a 5 ans, ça n'est pas le CETA d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des garanties que nous avons obtenues dans nos discussions avec le gouvernement canadien. Et nous allons faire de même avec les pays du Mercosur. Moi, je ne peux pas vous dire que nous allons aujourd'hui ratifier le Mercosur. On va le regarder dans le détail et en fonction de ce détail, nous allons décider. Donc la France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. La France, pour l'instant, n'est pas prête à ratifier. Je ne veux plus d'accords commerciaux internationaux qui alimentent le dumping social et environnemental. C'est ce que disait Emmanuel Macron. Attendez, avec M. Bolsonaro, on alimente quoi ? On alimente la déforestation. On alimente quoi ? On alimente la suspicion sur le réchauffement climatique. On alimente tout avec M. Bolsonaro. Et nous passons un accord avec M. Bolsonaro. Et j'ai une autre question à vous poser, Sibeth Ndiaye. Faire parcourir des milliers de kilomètres à un morceau de bœuf pour qu'il soit consommé dans un pays qui en produit comme le nôtre, n'est-ce pas franchement stupide ? Alors, vous avez 2 questions. La première, elle concerne M. Bolsonaro. M. Bolsonaro, il y a quelques semaines, se rapprochait des États-Unis et faisait le choix potentiellement de se retirer de l'accord de Paris. Les obligations qu'il a dans cet accord, c'est 12 millions d'hectares de reforestation. Pour pouvoir signer le Mercosur, il accepte de rester dans l'accord de Paris. Ça, c'est une victoire diplomatique qui est importante. Terminer la déforestation au Brésil, c'est ce que vous me dites. Je ne dis pas terminer la déforestation au Brésil. Ce que je vous dis, continuer à déforester, donc. Ce que je vous dis aujourd'hui, accord ou pas accord, il y a de la déforestation. Donc la question, elle est, est-ce que des pays qui sont en train de s'éloigner de l'accord de Paris, est-ce qu'on les y ancre ? Est-ce qu'on les fait rester du bon côté de la barrière, en quelque sorte ? Donc on peut avoir de la théorie, on peut se monter le bourrichon. Moi, j'essaie de regarder concrètement ce qu'on peut faire. Et avec les Brésiliens, nous avons réussi à les garder dans l'accord de Paris. Maintenant, il faut vérifier les choses, et c'est ce qu'on aura l'occasion de faire dans le cadre du Mercosur. Deuxième chose, vous me posez la question, en quelque sorte, de ces marchandises qu'on fait voyager à travers le monde. Oui. Moi, vous savez, je suis aussi attachée à l'environnement que à notre capacité à la fois à faire vivre notre économie, parce que nous, on exporte des choses. À faire vivre nos éleveurs aussi. Nous, on fait vivre nos éleveurs. Et vous savez quoi ? On exporte beaucoup de céréales en France, dans d'autres pays, et parfois dans des pays qui sont loin. Je vous parle des éleveurs. Et parfois dans des pays africains. Et donc, en fait, l'agriculture, tout se tient. Il n'y a pas d'un côté les éleveurs contre les céréaliers. Et donc on est bien dans des filières qu'on doit être capable de structurer. La question qui se pose, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous considérez demain qu'il faut arrêter de manger des bananes en France quand elles viennent de Guadeloupe ? On peut le décider. Moi, le choix que je fais... Elles viennent de France. Elles viennent de France, exactement. Elles viennent de France jusqu'à la métropole, mais il faut quand même traverser tout pareil un océan. Et donc la question... il faut dire que nous ne produisons pas beaucoup de bananes. Effectivement. Alors que nous élevons des bœufs, ce qui n'est pas tout à fait pareil. De la même manière, quand on exporte de la viande qui a des qualités gustatives particulières, parce que je suis fière de notre agriculture. Quand on exporte cette viande, on peut en être fier. Et on peut faire de la compensation carbone. Et je pense que c'est important de le dire. Sibeth Ndiaye, la réforme des retraites, est-il vrai que le gouvernement va revoir son agenda ? Écoutez, moi, l'agenda que je connais, que je peux vous donner, et qui a été celui qui a été donné par le Premier ministre. Cet agenda nous dit que d'ici une quinzaine de jours, Jean-Paul Delevoye, qui est le haut commissaire qui a géré les négociations jusqu'à présent sur la réforme des retraites, présentera un rapport et des préconisations, que à l'automne, le gouvernement présentera le projet de loi, que entre-temps, avant la présentation de ce projet de loi, donc à partir du mois de juillet, et y compris après la présentation de ce projet de loi, nous aurons des concertations avec les organisations syndicales. Et si nous faisons le choix de la concertation,
C'est parce que nous considérons que c'est une réforme qui est une réforme d'une telle ampleur. Bon, alors est-ce que, question précise, Sibeth Ndiaye, discussion et projet de loi à l'Assemblée nationale avant les municipales ou pas? Mais à ce stade, ça n'a pas été tranché et ça n'a pas été tranché. Ça n'a pas été tranché. On prend les paris que ça ne sera pas avant les municipales? Ça n'a pas été tranché. Sibeth Ndiaye, ce matin. Moi, je fais pas de pari avec Jean-Jacques Bourdin, quel que soit le plaisir que j'ai à discuter avec lui. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est que la décision, elle n'était pas prise il y a un mois au moment où le Premier ministre a fait son discours de politique générale. Elle n'est toujours pas prise parce que donc on ne sait pas si la discussion aura lieu avant les municipales ou après. Je ne peux pas vous le dire actuellement. Bon, j'ai compris ça. En revanche, ce que vous pouvez nous dire, c'est qu'avant cette grande réforme, le gouvernement pourrait allonger la durée de cotisation. Alors, oui ou non? Il y a aujourd'hui une réforme qui a été portée par Marisol Touraine, qui était la ministre socialiste de la Santé et des Solidarités dans un gouvernement précédent. Et elle a mis en place une réforme qui conduit à un allongement de la durée de cotisation. C'est déjà là. Donc, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc on va poursuivre. Non. Je donne juste un fait. Mais vous allez poursuivre. Bien sûr. On est bien d'accord. Hein? Mais c'est une loi qui a été adoptée par le Parlement précédemment. Oui. Ajouter un trimestre de cotisation par an. Alors, je n'ai pas en tête, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je n'ai pas en tête le rythme d'allongement qui est prévu par la réforme Touraine. Si vous me dites que c'est un trimestre par an. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va allonger la durée de cotisation, c'est parfait, comme ça, financièrement, comme les caisses sont en train de perdre de l'argent et qu'il faut renflouer un peu les caisses, on va renflouer les caisses, et la grande réforme, eh bien, elle viendra après les municipales. Attendez, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Eh bien, nous verrons. On doit se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait une réforme. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de Français qui vous disent, qui pensent qu'il y a des gens qui grugent, que c'est pas juste, que le système il est illisible et qu'on ne sait pas aujourd'hui de quelle retraite on bénéficiera demain. Donc moi, quand je suis face à cette situation, je considère normal qu'on essaie de changer le système. Et par ailleurs, oui, il faut que ce soit un système qui soit équilibré, parce que c'est bien beau de dire aux gens qu'on leur promet une retraite, mais si on n'est pas capable de la leur payer, ça n'a absolument aucun sens. Est-ce que les traitements homéopathiques ne seront plus remboursés par la sécurité sociale? C'est une décision qui n'a pas encore été prise par le gouvernement. Nous avons reçu un rapport de l'Agence nationale de sécurité du médicament et donc on est en train d'instruire ce rapport, y compris en interministériel. Vous êtes favorable? Vous pensez qu'il faut cesser le remboursement? Moi, vous savez, j'ai pas de prétention scientifique et donc en l'occurrence, je me garderai bien d'avoir une opinion là-dessus. Oui, bien sûr, mais j'ai pas de prétention scientifique. Et en l'occurrence, il y a une balance qui doit être réalisée entre l'apport scientifique, ce qu'on sait scientifiquement de l'apport de l'homéopathie, des questions évidemment économiques, puisque derrière, il y a des emplois forcément, mais aussi ce qui est du bien-être de la population française et de ceux qui les utilisent. J'ai une dernière question après le débat autour du Burkini à Grenoble. Est-ce que les piscines publiques municipales doivent être sanctuarisées comme les écoles publiques? Moi, je considère aujourd'hui que les règlements intérieurs des piscines publiques sont largement suffisants. Il convient de les faire appliquer. Et ils sont suffisants pourquoi? Parce qu'il y a des normes qui existent, qui disent dans quelle tenue vous devez plonger dans une piscine. Vous pouvez pas être topless dans une piscine et vous pouvez pas être en burkini dans une piscine. C'est pour des questions d'hygiène et de sécurité. Ça n'est en aucun cas des normes qui ont été édictées pour empêcher des personnes de telle ou telle communauté religieuse de pouvoir bénéficier d'activités nautiques. Et donc les choses, elles sont claires, elles sont simples. Ça, c'est un premier débat. Et vous n'irez pas plus loin. Et nous n'irons pas plus loin. Et il y a un deuxième débat, qui est un débat pour le coup qui est politique et qui n'est en aucun cas religieux. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Les associations comme celle qu'on a vue à Grenoble sont des associations communautaristes qui mènent un combat politique. Et ce combat politique, c'est pas un combat religieux. Parce que moi, je ne crois pas que nous ayons des milliers de nos compatriotes d'origine ou de culture musulmane ou de religion musulmane, origine n'est pas le bon terme, qui demandent de pouvoir se baigner en burkini. Donc c'est un débat qui est instrumentalisé par une minorité politique. Sibeth Ndiaye, merci. 8h52. Merci à vous. Vous êtes venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.